Bonjour à tous, salut Alexandre. Salut à tous, salut Flo. Ravi de vous retrouver pour cette première édition du Baromètre de l'innovation en vidéo. Voilà, l'objectif, c'est de faire une version un peu plus interactive, hein, donc on vous attend dans les commentaires. Continuez à nous dire d'où vous nous écoutez, que ce soit en termes de géographie et en termes d'acteurs, hein, que ce soit start-up, groupe de conseil, tech provider, assureur, réassureur mutuel. On vous a préparé un petit agenda, évidemment, et on va reprendre, hein, les 4 rubriques qu'on faisait déjà dans le baromètre, qui étaient un petit peu plus statiques précédemment. L'œil du VC, on parlera ensuite du game changer, donc une tendance qui nous semble importante. On fera un focus sur une startup à suivre avant de clôturer avec les levées les plus marquantes ces dernières semaines. Mais évidemment, et c'est l'objectif de cette vidéo live ou en replay pour ceux qui nous regardent en replay, c'est d'avoir quelque chose d'interactif, hein. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, qu'on traitera soit évidemment là dans la discussion si c'est très proche de nos sujets du jour, sinon ça nous donnera des bonnes idées de sujets à couvrir pour les prochains épisodes. Donc allez-y, on On vous a écoute. toujours besoin de sujets. Exactement. Friand d'avoir des idées sur ce qui vous intéresse vous, parce que l'idée de ce baromètre, quand on l'a conçu il y a un peu plus de 3 ans, c'était la suivante, c'était vraiment fournir de la valeur ajoutée à notre audience, vous apprendre des choses et vous fournir des éléments tangibles de veille sur votre secteur d'activité, vous, professionnels de l'assurance. Yes, exactement. Et on va commencer avec la première rubrique, si ça vous va. La rubrique L'œil du VC. Et aujourd'hui, avec Alexandre, on a souhaité s'intéresser à la tendance du M&A, les rachats qui se multiplient, pour une raison un petit peu particulière, c'est que cette tendance-là, ça fait, je dirais, 12-15 mois, peut-être un peu plus, qu'on l'observe dans l'insurtech de manière générale, mais on a l'impression qu'il y a, depuis le début de l'année, un pivot qui s'opère, c'est-à-dire on n'a plus uniquement des ventes qu'on pourrait qualifier de opportunistes, pour pas dire distressed. Et là, on a vraiment de la création de valeur avec des acteurs tech qui rachètent des sociétés. Et voilà, on voulait faire le focus en particulier sur 2 d'entre elles, Quanti et Zelros notamment, qui ont été rachetés récemment et en particulier qui ont été annoncés pendant le mois d'avril, hein, puisque l'idée de ce baromètre, c'est de couvrir l'activité du mois passé. Donc voilà, donc on va faire un petit focus sur ces 2 boîtes-là. Alexandre, comment tu vois ça, toi, justement, puisque c'est un peu toi qui as suggéré cette idée-là, de se dire, ah bah tiens, ça serait intéressant de couvrir ce sujet, cette bascule un petit peu du M&A opportuniste à du M&A créateur de valeur. On a mis du M&A positif dans Exactement, l'agenda. Mais... du M&A positif, on attendait, c'était un peu le sujet récurrent de se dire quand va arriver du M&A positif dans l'insurtech, dans les prévisions, on le voyait souvent depuis plusieurs années et ça se matérialisait pas forcément. Et là, comme tu le disais, depuis le début de l'année, on a une vraie vague qui se dessine. Ça a commencé aux US en janvier. En janvier, premier d'entre eux, c'était Evolution IQ, si je me souviens bien, qui a été racheté par CCC Intelligence Solutions. C'était 730 millions d'euros déjà à l'époque. On voit tout sauf anecdotique. Dans la foulée, toujours aux US, c'est Moody's, donc gros cabinet de conseil qui a racheté Cape Analytics, qui est une insurtech spécialisée dans l'IA et la data satellitaire. Donc on est sur modélisation des risques, notamment climatiques. Et là aussi, c'est un rachat qu'on peut lire de manière positive parce que Cape, ça fonctionnait bien, il avait des fonds, ils avaient une assez bonne dynamique. Sur d'autres créneaux, on a eu bien sûr le premier gros deal dans l'histoire même de l'insurtech avec Next Insurance, 2,6 milliards rachetés par Munich Re. Donc ça a envoyé un signal très fort, je pense, à tout l'écosystème. En avril, comme tu le disais, on a eu d'abord Guidewire qui a racheté Quanti, pas forcément la plus connue, mais nous on l'avait dans notre radar depuis un moment, une spécialiste du pricing. Il y en a très peu en fait. Il y a Accurate, Hyper Exponential au UK, et il y avait cette petite polonaise Quanti, mais qui commençait déjà à tisser sa toile, qui travaillait notamment avec le marché du Lloyd's au UK et même overseas qui commençait.
Donc, ici, un deal qui semble intéressant parce qu'on voit un Guidewire qui a déjà sa marketplace, qui travaille sur du core system et qui là rachète une technologie. On peut l'interpréter ainsi, on peut se dire s'il la rachète, c'est que ils n'arrivaient pas à produire un tel niveau de performance en interne. Donc on est sur de la technologie ici qui arrive vraiment à maturité, qui est vraiment supérieure dans l'exécution à proposition de valeur. Donc c'est quelque chose que je lis de manière positive. Et le plus récent, c'est l'exit de Zelros avec le rachat par Earnix. Et ça, je pense que tu es bien placé pour nous en dire un peu plus aussi. Oui, effectivement, je pense que c'est intéressant. Et finalement, elles ont en commun ces deux acquisitions que tu as citées à la fin, hein, Quanti et Zelros. C'est en ce sens-là où on peut les considérer comme positives ou créatrices de valeur. C'est un des acquéreurs tech. Donc, ce n'est pas des acteurs de l'assurance, mais c'est des acquéreurs tech, hein, que ce soit Guidewire ou Earnix, qui jouent un peu dans la même catégorie, avec des tailles un petit peu différentes d'ailleurs, mais qui sont des acteurs qui ont vocation à être un petit peu similaires. Et puis, le deuxième élément, c'est que ni l'un ni l'autre n'est un acteur ni français ni européen. Et donc ça aussi, je suis dans l'écosystème français pour Zelros et dans l'écosystème européen pour Quanti, qui est une boîte d'origine polonaise, c'est quand même hyper attractif. Et ça montre que il y a de la technologie intéressante en Europe, il y a des startups qui apportent de la valeur à l'industrie de l'assurance et qui peuvent intéresser des acteurs internationaux qui voudraient soit compléter leur portefeuille de produits. Et donc, c'est un peu l'exemple que tu as donné avec Quanti et Guidewire, hein, c'est clairement renforcer cette brique prix sur Earnix, et comme ça a été mis dans les communiqués de presse, hein, l'idée c'est de renforcer plutôt la partie Generative AI en plus de toutes les compétences AI qu'a Earnix par définition et de manière historique. Et puis le deuxième, c'est d'accéder à des nouveaux marchés, hein. Marché européen pour les deux acteurs, avec des logos, beaucoup de logos en France, avec des très gros acteurs pour Zelros, et plusieurs pays européens couverts pour Quanti. Donc ça, c'est quand même un sujet intéressant. Ça reste deux acteurs B2B, hein, donc tech providers, qui font de la technologie pour les acteurs en place. On va voir si cette dynamique-là positive s'opère aussi pour des acteurs plus InsurTech au sens InsurTech 1.0, donc qui vendent des produits d'assurance. Tu vois, tu as cité Next Insurance, racheté par Munich Re, par exemple, aux US. C'était une boîte, Next Insurance, qui vendait, et qui vend toujours d'ailleurs, des produits d'assurance pour les TPE-PME. Hein. Donc, c'est un peu une InsurTech 1.0, distribution directe en ligne, et par des courtiers aussi, évidemment. Mais voilà, acteur plus InsurTech ou compatible avec le terme d'InsurTech comme on l'avait en tête. Et peut-être pour faire un pas, parce que la séquence, l'œil du VC, je trouve que c'est intéressant aussi de rappeler pourquoi on s'attendait à ce que cette vague de M&A arrive et pourquoi elle est en train d'arriver, pourquoi la première phase a plutôt été peut-être distressed et pourquoi ces sessions là dont on parle du M&A plus récentes sont des deals plutôt créateurs de valeur et qui créent une dynamique positive pour l'écosystème. C'est que finalement, si on regarde depuis 24 mois, les investissements sont en baisse. Donc, il y a moins d'argent qui est investi, il y a moins de deals qui sont réalisés. Et donc, la conséquence de ça, c'est que les startups ont eu un besoin de compenser cette baisse de rentrée de cash, soit en ayant plus de clients, ça c'est évidemment la manière la plus intéressante, soit en réduisant la voilure, et ça c'est quelque chose qu'on a constaté ces 24 derniers mois dans l'écosystème, hein, entre 5 et 10% en moyenne. Ça a été le niveau de contraction des équipes. Il y a eu quelques bridges, donc des tours de financement internes avec les investisseurs historiques. Et ça nous amène en fait à deux situations. Situation positive, je deviens une société rentable, et donc j'ai plus de pression pour lever des fonds, etc. Je peux continuer à opérer sur le marché sans trop de pression. Et puis, si on n'est pas rentable, c'est soit on ferme boutique, soit on accepte une vente à la casse. Et donc, c'était plutôt ça qu'on avait observé depuis 12-15 mois, des ventes difficiles, compliquées, pour des boîtes qui n'avaient peut-être pas d'autres options pour continuer à exister.
Et donc là, on est dans une nouvelle phase. Donc ça, probablement, ça va continuer, hein, parce que voilà, même si tout le marché a essayé de faire des efforts pour gagner du temps, se rapprocher de la rentabilité, le nombre de startups qui ont annoncé être rentables reste quand même assez faible à date. Alors, il y en a qui ne le disent pas et qui le sont, mais on se base toujours sur des informations publiques dans ce qu'on discute ensemble et dans ce qu'on vous présente. Et donc, le nombre d'annonces publiques a été quand même relativement faible. Donc voilà, donc on imagine que ça va continuer. Plus de boîtes qui vont annoncer être rentables, et puis des boîtes qui vont probablement être un petit peu plus flexibles aussi sur les acquisitions, en se laissant tenter, parce que finalement, c'est peut-être la seule chance pour elles de continuer à opérer. Et puis, ce qu'on se dit là sur les M&A positifs, hein, que ce soit Zelros, que ce soit Canty, que ce soit Next Insurance aux US, là aussi, il y a une tendance, parce que ça illustre aussi la valeur ajoutée, parce que finalement, c'est la question qu'on pouvait se poser à un moment, c'est quoi la valeur de toutes ces startups pour l'industrie? Là, on a la preuve que ça peut apporter de la valeur, soit en ayant un positionnement très précis comme Quanti sur la chaîne de valeur, soit en apportant de l'innovation technologique comme Zelros avec l'IA générative, avec des cas d'usage à nouveau très concrets. Donc ça, c'est aussi des choses qui pourraient se multiplier. Et donc, on va garder un œil et on en parlera régulièrement, j'imagine, dans nos baromètres. Mais voilà, ça, c'est quelque chose, un rythme qui a l'air de s'accélérer et qui était confirmé, c'était hier ou avant-hier, FT Partners. Tu as dû voir ce rapport-là, Oui, d'ailleurs. tu as partagé sur ton LinkedIn si vous voulez le retrouver. Oui. Oui, exactement. Et donc, il montrait que le rythme des M&A, voilà, s'accélérait. Donc ça, c'était plutôt pas mal et on imagine que ça va continuer. Et sur le volet B2B, j'aimerais bien avoir ton regard parce qu'il s'est passé des choses aussi. On en a parlé en préparation, notamment en France dernièrement. On a vu Malakoff Humanis qui a racheté Mon Petit Placement, qui avait déjà bougé des pions en prenant une participation majoritaire dans Gédéon l'an dernier. Donc ici, c'est s'ouvrir sur de nouvelles gammes de produits, une nouvelle clientèle aussi. Dans le même ordre d'idée, on voit Garance aussi en France qui a opéré des rachats dernièrement avec Salval. Il facilite la vie aussi pour étoffer son offre de valeur, sa proposition de valeur globale. Donc, je voulais avoir un peu ton regard là-dessus. Ouais, d'ailleurs, je me permets d'afficher, petite parenthèse, mais tu as fait les articles, hein, justement, tu les as couverts Oui. sur. Là, tu parlais de Malakoff à l'instant. On avait parlé de Guidewire juste avant et de Zelros. Donc, pour les uns et les autres, ceux qui veulent prendre un petit peu plus de temps, vous avez la version écrite et rédigée et détaillée par Alexandre. Et pour revenir sur Malakoff, ouais, c'est intéressant parce que, pareil, toujours cette idée de probablement à la première vague d'InsurTech, InsurTech 1.0, il y avait quand même une tentation forte de la part des deux types d'acteurs, hein, que ce soit les startups ou que ce soit les grands groupes, à vouloir absolument s'opposer. Donc les startups à prétendre qu'elles pourraient remplacer les grands groupes, et les grands groupes à considérer les startups comme ayant une faible valeur ajoutée quand il y en avait une. Et là, on voit typiquement ce genre de rapprochement quand un grand groupe rachète une startup, hein, donc Malakoff qui rachète Mon Petit Placement. En fait, on se dit qu'il y a quand même un petit peu de valeur. Et ça me fait penser aussi à, d'une certaine manière, quand Allianz rachète Luco. C'est la même chose. J'imagine qu'ils ont eu l'un pour l'autre des mots durs pendant longtemps. Et puis, tout d'un coup, ils se disent il y a quand même de la valeur, soit dans la marque qui continue à exister. Hein, d'ailleurs, c'est intéressant sur Luco. Hein, c'est Luco C'est Luco by Allianz Direct maintenant. Exactement. Donc, à voir combien de temps ça va durer, mais en tout cas, même sur les comparateurs, là, ils viennent de lancer l'offre sur un comparateur. C'est bien la marque Luco by Allianz Direct qui est affichée. Donc, il y a déjà de la valeur dans la marque. Et puis après, il y a tous les parcours de souscription. Et ça, c'est intéressant aussi. Quelle est la valeur de ces parcours de souscription en ligne? C'est une vraie question. Et en fait, c'est ce que je trouve hyper intéressant, moi, du point de vue un peu intellectuel sur l'expérience utilisateur. Souvent, c'est ce qui est mis en avant par les startups, et on le voit dans les notations, hein, sur les App Store, les startups ont des notes qui sont bien meilleures en moyenne, hein, que les groupes historiques. Et pourtant, on se dit, bon, voilà, faire une application mobile, faire un site internet, c'est facile, entre grosses guillemets, et pourtant, il y a une grosse différence. Et voilà, la question après, c'est combien ça vaut cette expérience-là, mais typiquement,
c'est probablement ce que viennent racheter des acteurs comme Malakoff, qui est de se dire, bah, tiens, j'achète un parcours de souscription moderne, et puis j'achète une marque qui parle à des cibles qui sont différentes de mes acteurs, que mes clients historiques, en fait. Parce que tous les acteurs en place, certes, ils peuvent mettre en avant le fait qu'ils ont des stocks de clients qui sont importants, c'est vrai, mais par définition, ce stock, il a vocation à diminuer. Donc, l'enjeu de gagner des nouveaux clients, il est vrai pour tout le monde. Et comment on vient cibler les nouvelles générations, bah, peut-être en faisant des choses un peu différentes de ce qu'on faisait par le passé. Et voilà, les outils en ligne, à la fois du point de vue marketing, du point de vue expérience utilisateur, ça a de la valeur. Et c'est important. Donc, pour moi, c'est comme ça que je le lis. Ces acteurs viennent acheter peut-être un petit stock de clients. J'avoue que je n'ai pas les chiffres sur mon petit placement. Mais à mon avis, ils viennent surtout chercher une marque qui parle à des générations un petit peu plus jeunes et des parcours clients qui sont voilà, modernes et qui répondent aux besoins de ce type de nouveaux clients, en fait. C'est une autre interrogation par rebond. Là, on parle uniquement de M&A avec que ce soit des assureurs ou des gros groupes comme Guidewire ou des Moody's qui rachètent des insurtech. Mais on va passer à un moment donné aussi sur différentes verticales dans une phase où des startups vont devoir, pour continuer leur croissance, s'expatrier aussi, où elles atteignent des plafonds de verre dans leur pays d'origine. Est-ce que le M&A sera aussi un moyen de continuer à grandir pour les insurtech? Je pense notamment à l'exemple de l'ACA, donc les Anglais qui arrivent en France, qui ont racheté Cilantro, qui viennent de racheter dernièrement le portefeuille trottinette électrique qui appartenait à Luco auparavant, près d'Allianz Direct justement. Donc toi, comment tu le vois, ce trend? Ouais, bah alors c'était, je crois, ma prédiction de janvier 2023. Et en 2023, je me suis planté, hein, mais effectivement, Juste un an de retard, ça va. On te pardonnera. Non, mais c'est vrai qu'en fait, la prédiction à l'époque, c'était la vague de M&A. Donc ça, on l'avait anticipé, elle a bien eu lieu. Mais j'avais parié sur du M&A justement cross-border. Justement pour ce que tu évoques, c'est-à-dire en fait, il y a plein de parfois petits acteurs qui font des choses similaires d'un pays à l'autre, et il y a un moment, tu as un plafond de verre. Soit tu peux atteindre la rentabilité, mais dans ce cas-là, en général, tu casses la croissance. C'est quand même ça le défi pour ces startups-là. Soit tu continues à grossir, mais ça pose la question de comment tu finances cette croissance. Et donc, normalement, l'idée, c'était de se dire, il y a dans chaque domaine des leaders européens qui vont se créer, du point de vue startup uniquement. Et en fait, cette startup-là, elle va racheter ses équivalents dans d'autres marchés pour aller plus vite et avoir une taille un petit peu plus importante. Et l'ACA que tu évoques, pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est de l'assurance vélo, distribuée principalement en ligne, en direct, mais ils font aussi un petit peu d'indirect en physique et en digital. Et donc, typiquement, eux, ils grossissent par acquisition d'acteurs locaux. Et effectivement, ça vient compléter leur portefeuille et ça vient soutenir leur croissance. Ça me rappelle un graphique qu'on avait fait sur GetSafe. Donc ça, c'est un acteur allemand plutôt généraliste qui faisait de la distribution directe. Typiquement, ils avaient ouvert la France, ils avaient ouvert l'Angleterre et ils avaient des très très bons chiffres sur l'Angleterre. Pour moi, c'était une des rares confirmations de la capacité d'une start-up à grandir dans un autre marché que son marché domestique. Et en fait, quand on regardait leur pool de clients, on s'apercevait que la croissance en Allemagne avait largement ralenti et que la croissance du groupe était en réalité soutenue par ces nouveaux marchés-là. Donc eux, ils avaient fait le choix de rentrer en direct sur les marchés, de lancer leur marque et de commencer de zéro. Et en ce sens-là, ce qu'ils avaient fait en Angleterre me semblait assez intéressant. Mais voilà, une autre manière de faire, ça peut être d'acquérir des acteurs. Et je pense que dans ta question, on imagine, et tu avais peut-être ça en tête, mais les acteurs du pet insurance. Exactement, cyber et pet insurance. Ouais. Parce que sur Pet Insurance, en France, vous le voyez tous si vous allez sur les réseaux sociaux, mais vous voyez, il y a l'Espagnol Barquibou, l'acteur des Nordiques, Lassie, on a Dalma qui est français, donc qui opère ici. Donc il y a quelques acteurs. Il y a l'allemand aussi. Je me souviens plus. Il y a Frigo l'américain. Frigo l'américain. On a Santé Vet aussi, qui est un acteur un peu plus historique, mais qui est présent aussi. Donc plein d'acteurs qui rentrent sur un même marché, des acteurs locaux.
et des acteurs internationaux, et donc on se dit que voilà, des rapprochements pourraient avoir du sens, donc à voir si ça se confirme ou pas. Mais typiquement, là encore, ça pourrait être des M&A positifs, hein, pour revenir sur le titre de cette séquence-là, qui était le M&A positif. Bah là, typiquement, ça pourrait être des M&A positifs pour continuer à grossir et pour faire un peu de concentration sur ce marché qui est encore assez fragmenté, il me semble. Complètement. Est-ce qu'on sauterait pas sur la deuxième partie qui est le game changer? Allons-y. Si ça te va. Le game changer qu'on voulait couvrir aujourd'hui, c'était l'expansion finalement, encore et toujours, des véhicules électriques, des véhicules, voilà, pas que électriques justement, pardon, mais des véhicules autonomes, avec des chiffres qui ont été publiés par Waymo aux US, et ils font ça régulièrement, hein. Ils partagent des chiffres qui comparent le niveau de sinistralité de leur flotte autonome avec des conducteurs humains. Et donc, on a les chiffres assez régulièrement. C'est sur le marché américain, donc évidemment, c'est qu'une partie un peu spécifique, à voir si et comment on peut répliquer ça en Europe. Mais en tout cas, voilà, ça nous semblait intéressant de couvrir ce sujet-là. Et je vois que je n'ai pas affiché la petite vignette. Donc voilà, c'était cette idée de comment la voiture autonome impacte le niveau de sinistralité. Et ce que je trouvais intéressant sur ce sujet-là, c'est qu'il y a deux manières en fait de le regarder. La première, c'est de se dire, en fait, le cas d'usage à date, hein, des voitures autonomes, c'est les robotaxis. Donc en fait, c'est qu'une partie un petit peu assez petite et très spécifique du marché de l'assurance auto finalement. Puis une autre, c'est de se dire, en fait, il y a quand même pas mal de startups qui ont essayé de craquer ce marché-là, hein, de comment je couvre de manière un peu plus maligne les Uber, Bolt et compagnie. Je pense à Azego qui avait ce positionnement-là historique. Je pense à Caché dans les pays de l'Est, et puis maintenant au Benelux, qui a ce positionnement-là. Donc on voit qu'il y avait quand même, il y avait Plus Simple aussi un moment qui couvrait les chauffeurs taxi de mémoire, qui les couvre peut-être toujours d'ailleurs. Mais donc Il y avait cette idée-là, Insure aux US aussi. INSHUR, Insure aussi, ils étaient là-dessus. exactement. Donc on a vu que c'était quand même cette idée de comment je couvre cette population et cette partie du marché qui est quand même très spécifique. C'était un enjeu pour pas mal d'insurtech. Et en fait, la question qu'on se pose quand on voit ces résultats et la manière dont la flotte se développe déjà, hein, ça c'est le premier élément. Elle continue à s'étendre aux US. On a trouvé cette petite carte en préparant. Alors voilà, c'est que quelques grandes villes dans lesquelles il y a quelques opérateurs, et notamment Waymo, hein, c'est le W bleu clair et vert, là, qui est le plus gros opérateur aux US, mais il commence à être quand même assez significatif. Et donc, certes, c'est des petits marchés, hein, donc robotaxi dans certaines villes, mais en fait, les résultats, ils sont assez flagrants, quoi. Si on regarde, je ne sais pas si tu veux les commenter, Alexandre, mais... Oui, on a des résultats. Ici, je ne sais pas si on voit bien le détail, mais 83%, c'est les déploiements d'airbag, donc 65% en moins avec des véhicules autonomes. Les crash accidents qui causent des blessures, 150%, 154 % en moins véhicules autonomes. Les accidents qui débouchent sur des rapports auprès des forces de l'ordre, pareil, on est sur des diminutions significatives. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est cette documentation en continu. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que participe à ce grand projet, hein, d'archivage et de mise en avant sur des millions et des millions de kilomètres parcourus, c'est Swiss Re, donc un acteur incontournable du paysage de l'assurance mondiale, qui est associé avec Waymo sur ce projet. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est intéressant, c'est que les chiffres que vous voyez là, c'est qu'en fait, il y a une amélioration. En gros, les voitures autonomes pilotent mieux que les humains, hein. Donc, c'est ça la conclusion pour faire un petit peu rapide et un petit peu basique. Et pour aller dans le sens de ce que tu dis, il y a deux éléments à garder bien en tête. C'est la taille de l'échantillon. En fait, c'est pas petit, hein, c'est des millions de miles parcourus sur lesquels s'appuie Waymo pour faire cette étude. Et comme tu l'as dit, effectivement, ils font régulièrement un rapport avec Swiss Re, donc un acteur de l'assurance, de la réassurance en l'occurrence, pour faire ces rapports, ces études, ces analyses sur voilà, comment les flottes autonomes vont impacter le risque de conduite, la sinistralité, etc. Donc ça, c'est un sujet qui est assez intéressant. Et finalement, en fait, on saute peut-être d'un pas
en se disant, voilà, on avait l'assurance auto, on se pose tous la question de qu'est-ce qui va se passer ensuite. Il y a vraiment l'enjeu du passage au véhicule électrique, et ça, j'imagine qu'un jour, on fera un baromètre là-dessus, et donc qui pose pas mal de questions. Mais il y a aussi cette question depuis pas mal de temps, c'est quoi l'impact de la voiture autonome sur l'assurance auto. En fait, on le voit, potentiellement, c'est vraiment sur ce cas d'usage un petit peu spécifique et qui reste compliqué, auquel s'est attaqué quelques startups. C'est voilà, les taxis ou les VTC, etc., comment on les couvre. Voilà, on a peut-être la réponse ou un début de réponse qui est il y a des insurtech qui tentent d'utiliser de la donnée, des véhicules connectés, etc., pour essayer d'améliorer la compréhension du risque. On pense évidemment aux boîtes de télématiques qui proposent ce genre de choses aussi. Et puis, il y a finalement une autre manière de dire qui est d'avoir des flottes autonomes. En fait, ça réduit la sinistralité et donc ça aura forcément un impact sur la partie assurance auto, avec en tête quand même que dans les grandes villes, il y a une tendance à basculer du fait de posséder un véhicule à utiliser à l'usage. Donc en gros, peut-être que c'est qu'une niche, pour reprendre un terme qu'on voit souvent dans l'insurtech, peut-être que c'est qu'une niche, les robotaxis. Il n'empêche, il y a cette vraie tendance-là, dans les grandes villes du moins, à basculer de la propriété vers l'usage. Et donc, si en fait on pousse le trait plus loin, c'est de se dire tous les gens qui n'ont plus de véhicule, je crois qu'à Paris, c'est moins d'un ménage sur deux qui a une voiture, par exemple. Donc, par définition, ça vient réduire la taille du marché de l'assurance auto. Et donc là, en plus, on pousse le trait en disant on va mettre des flottes autonomes qui conduisent mieux que les humains et qui ont un niveau de sinistralité plus faible pour l'instant, et sur les volumes qu'on montre là, quelques millions de miles parcourus. Ouais, et ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est que effectivement, on n'est pas sur un épiphénomène. Ça répond à une demande en fait. Aujourd'hui, le robot taxi, ça va crescendo, ça va pas remplacer l'usage de la voiture demain. Mais si on prend les chiffres, là, depuis un an, j'écris tous les 3 mois un article update sur Waymo parce que ça progresse assez vite. Fin 2024, ils annonçaient 100 000 trajets hebdo. Le mois dernier, on est à 250 000. Donc on voit, ça progresse extrêmement vite. Aujourd'hui, pour donner pareil des ordres d'idées, c'est 1500 véhicules, la flotte totale de Waymo. Et là, ils viennent d'ouvrir une nouvelle usine en Arizona pour en produire 2000 de plus d'ici fin 2026. Waymo qui opère aussi à travers des partenariats avec Uber, par exemple, c'est à Austin, où ils ont mis en circulation 100 véhicules et ça devient impossible pour les utilisateurs d'en commander, de passer commande, parce qu'ils sont sans cesse pris. Ça dépasse en fait les prévisions. Ils s'étaient dit on va en mettre 100 pour voir ce que ça donne, et en fait tout de suite ils étaient pris sur la région San Francisco downtown. Ils annoncent avoir atteint la rentabilité. Ils gagnent 1000 dollars par an par véhicule. Ok, c'est que le début, mais ça a basculé assez vite. Pour donner d'autres métriques aussi, mais ça me permet de mettre en perspective. Waymo, on rappelle, c'est une filiale d'Alphabet, donc maison mère de Google, et Alphabet l'an dernier a remis 5 milliards. Ouais. Ça veut dire que c'est un projet auquel elle croit fort. Ouais, et auquel les utilisateurs sont attachés, parce que merci Catel de partager votre expérience. Voilà, pour avoir utilisé des Waymo à San Francisco, et je lis le commentaire, c'est juste une conduite incroyablement safe et fluide. Et effectivement, je pense que ça, c'est le truc le plus intéressant, c'est-à-dire qu'on peut avoir une méfiance a priori, et en même temps, tous les commentaires qu'on voit, et c'est un peu ce que tu dis en disant ils ont été submergés, en fait, en 5 minutes, tous les taxis étaient pris et ils n'arrivent pas à répondre à la demande. Parce qu'en fait, il y a un peu de curiosité, mais en fait, ce qui ressort de cette curiosité, c'est le témoignage qu'on a ici, c'est que c'est génial et que ça marche très bien. Et c'est ce qu'on voit si on regarde un peu des vidéos sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. En fait, au-delà de l'effet waouh et du côté un petit peu marrant d'être dans une voiture sans pilote, en fait, on se sent très vite très bien dedans, et ça paraît être une évidence. Donc ça, je pense que c'est un élément qui est quand même assez important, parce que voilà, même en termes d'impact sur la réglementation, etc., si les utilisateurs peuvent être méfiants a priori, en tout cas on voit qu'ils ressortent de l'expérience hyper satisfaits et hyper enthousiastes, et donc ça c'est aussi un élément qui devrait faciliter
l'adoption. Et ce qui me fait penser à quelque chose qu'on a identifié là, en préparant, c'est que là, on parle beaucoup des US, on pourrait parler de l'Asie aussi, notamment de la Chine, où ça se développe quand même beaucoup. Mais en fait, il y a aussi, peut-être en Europe, c'est une news qu'on a détectée l'autre fois là, sur le site de Clubic, donc c'était il y a quelques jours, le 5 mai, hein, donc c'était il y a une dizaine de jours. Voilà, Uber a annoncé, donc c'est qu'une annonce, qu'ils allaient s'associer avec un acteur chinois pour tester des véhicules autonomes, des robotaxis en Europe, avec toujours cette même mécanique. Hein. La première vague, c'est il y aura bien un pilote derrière le volant pour reprendre le contrôle le cas échéant, mais c'est comme ça que ça avait commencé aux US. C'est je mets des robotaxis avec un humain derrière le volant, et puis bon, en fait, au bout d'un certain temps, on se rend compte qu'effectivement, l'humain n'intervient plus, donc on l'enlève pour voir ce qui se passe, ça se passe bien, et hop, on déroule comme ça. Donc ça, c'est quand même peut-être le truc le plus enthousiasmant, en tout cas de nos points de vue, Alexandre et moi, parce qu'on est assez fans de ces sujets-là et qu'on regarde un petit peu de loin en se disant quand est-ce que ça va arriver en Europe. Bon, bah voilà, peut-être qu'on va y être bientôt. Et à nouveau, je pense que c'est aussi une manière d'illustrer. C'est toujours bien de regarder ce qui se passe dans d'autres marchés, parfois très lointains. Parfois, c'est pour se faire peur, parfois, c'est pour rêver un petit peu. Mais il y a aussi cette tendance à répliquer, c'est-à-dire qu'en fait, ça arrive un jour. Ça, c'est quand même un élément important à garder en tête. Et donc voilà, donc c'est sûrement les prémices, comme tu le disais, tu écris régulièrement dessus parce qu'il y a souvent de l'actualité sur ces thématiques. Moi aussi, c'est des sujets que je couvre régulièrement parce que je trouve ça passionnant. Et donc voilà, donc sûrement on aura l'occasion d'en reparler dans un avenir plus ou moins proche. Parce que les horizons me semblent se rapprocher aussi, ce qui paraissait un peu improbable. On parle par exemple d'une voiture autonome au service des particuliers. On se disait, c'est peut-être un horizon 50, 60, 70 ans, beaucoup plus lointain. Là, Waymo, on parlait d'annonces récentes, vient d'annoncer un partenariat avec Toyota pour travailler ce sujet, flotte commerciale et flotte et véhicules pour particuliers, autonomes. De la même manière, Tesla accélère aussi sur le sujet, commencé à faire des tests en Angleterre l'an dernier. Et là, je viens de voir ce matin une vidéo d'une Tesla qui conduit de manière autonome sur la place de l'Étoile. Tu parlais des choses près de chez nous, à Paris. Parce que souvent, l'argument que j'entends, c'est aux US, c'est facile parce que c'est quadrillé, c'est des villes simples. Là, on est dans la situation la plus critique à Paris, place de l'Étoile en période de trafic. Et ouais, c'est assez bluffant. La Tesla, de manière complètement autonome, elle s'en sort admirablement. Oui, et puis les voitures qui sont de plus en plus, qui te proposent de plus en plus d'assistance à la conduite, parce que je pense que c'est ça aussi. Dans la voiture autonome, il y a le fantasme de il n'y a plus du tout de pilote, je fais rien, etc. Mais en fait, il y a une situation dans laquelle on est déjà aujourd'hui, qui est voilà, de plus en plus d'aides à la conduite qui ont vocation à réduire la sinistralité. Donc à voir aussi, quand on aura suffisamment d'échantillons, pour regarder ça, mais ça pourrait aussi avoir un impact. Hein. Donc, c'est aussi cette idée-là. On va tendre vers la voiture autonome où il n'y a pas de pilote, mais entre-temps, il y a quelques étapes et les aides à la conduite, c'en est un par exemple. Donc voilà, donc à suivre. Et ça, pour le coup, ça existe déjà en Europe sur des véhicules, notamment. Et il y a ce lien avec l'assurance aussi. Tu parlais de système d'aide à la conduite. Tesla, dernièrement, a utilisé l'assurance justement comme levier pour favoriser les usages du système d'aide à la conduite. Très simplement, ils disent aux utilisateurs, plus vous utilisez votre système de niveau 3, et moins élevé sera votre prime. Donc eux, ça leur permet de récolter de la data également pour améliorer le produit. Et c'est intéressant de voir que le facteur assurance ici est utilisé comme levier. Ouais. Et à l'envers, que la conduite autonome a un impact positif sur le risque d'après leur stats, puisqu'ils encouragent l'usage, a priori pour réduire la sinistralité, si leurs calculs sont bons. Exactement. Et justement, je pense que ça fait une bonne transition avec un autre sujet qui est la startup à suivre, mais sur cette idée de je récupère de la donnée, je fais de la prévention, etc. Donc la startup à suivre ce mois-ci qu'on a choisi de couvrir, c'était Alan, peut-être pour deux raisons. La première, un élément chiffré, et c'est là je te laisserai la parole parce que tu as fait une analyse assez détaillée. Ils ont publié auprès du régulateur leurs derniers chiffres, et donc c'est intéressant de regarder comment ces chiffres de l'année 2024 en entier se comparent à l'année d'avant, 2023 en entier. Ça, c'est le premier angle. Peut-être un petit comparable aussi avec Oscar Health, qui est pas tout à fait l'équivalent, mais qui est une illustration aux US et qui est une boîte cotée sur laquelle on a quelques données. Donc ça, c'était la première raison, des chiffres à jour
sur Alan, et puis ils ont publié leurs résultats du premier trimestre 2025. Donc voilà, beaucoup de chiffres sur nos amis d'Alan, et ils viennent de lancer un nouveau service, et c'était là où je faisais le lien avec la donnée, Alan Play, pour encourager les utilisateurs à faire plus de pas, mettre de la gamification, etc. Donc c'est les deux angles. On commence peut-être par la partie chiffrée, si tu veux, Alexandre, et je vais afficher le petit comparable que tu avais fait là, 2023-2024. Bah déjà, oui, on peut remercier Alan pour sa transparence depuis plusieurs années, de communiquer régulièrement ces chiffres, de manière détaillée. Donc, voilà, je pense pour tout l'écosystème, c'est une bonne chose d'être transparent sur ce sujet. Ça permet aussi d'avoir un suivi plus précis, en étant toujours très factuel, mais d'année en année, d'avoir des choses tangibles sur lesquelles se reposer pour nos analyses. Ouais, c'est ça, parce que je me permets de te couper là, mais c'est effectivement, il y a très peu de startups qui communiquent leurs chiffres de manière aussi claire. Donc, il y a parfois du bashing sur eux en particulier ou sur d'autres, mais il ne faut pas oublier que ce bashing-là est possible justement parce qu'ils partagent les chiffres. Hein. Donc, nous, de notre point de vue, que ce soit investisseurs, nous chez Astoria ou toi, en termes de couverture, d'actualité de ce qui se passe, c'est quand même top d'avoir une transparence aussi importante sur ce qu'ils font. Il y en a quelques autres qui communiquent, mais voilà, eux sont clairement parmi les meilleurs acteurs. Donc, merci aux équipes d'Alan. Je ne sais pas s'il y en a dans le chat, mais donc continuer à partager ces chiffres-là, ça permet de commenter, et au-delà des chiffres précis, d'avoir des tendances et d'avoir un peu de quoi discuter. Complètement, ouais. Et en plus, il y a pas mal de choses positives quand même chez Alan, bien sûr. Notamment la croissance qui continue, la croissance de l'ARR. On était pour 2024 à précisément 505 millions d'euros. Donc c'est une progression de plus 48% sur un an. Donc ça veut dire que que l'entreprise maintient sa capacité à croître, à faire croître ses rentrées d'argent. Donc ça c'est intéressant. Les victoires sur le terrain de la PSC des fonctionnaires aussi, ça a boosté évidemment d'un coup la base client. On se demandait comment Alan allait pouvoir continuer à entretenir la même dynamique d'acquisition, parce que le problème d'Alan, c'est le problème pour toutes les startups. Les premiers assurés qui sont les plus évidents sont faciles généralement à aller chercher, et plus on avance, plus c'est compliqué d'étoffer cette base client. Et justement, ils ont été, je pense, très malins en se diversifiant, en allant chasser sur un autre terrain, le terrain des historiques, et ça, chapeau à eux, ils ont su tirer leur épingle du jeu en remportant 3 appels d'offres. Donc ça fait quasiment 200 000 assurés en plus sur un an. Donc là, on est sur des chiffres qui sont loin d'être anecdotiques. C'était 688 000 assurés annoncés en fin d'année. Et après le Q1, là, on a passé la barre des 700 000 clients en portefeuille. Donc ça, c'est pour le positif. Il y a ce sujet toujours épineux des pertes sur lesquelles Alan est souvent ciblé. Donc sur l'année 2024, sur le résultat net consolidé, on est à moins 34 millions. Au début d'année, ils annonçaient moins 50 millions à peu près. Donc on est dans ces eaux-là. Et sur le Q1, on est sur la même dynamique. Sur le Q1, là, je reprends les chiffres exacts. Ils annoncent c'était moins 12 millions, je crois, c'est ça, de pertes. Ouais, c'est ça, 12,7 millions d'euros. Sur le Q1. Contre 9,3 millions au Q4 2024. Donc, on est sensiblement sur la même tendance. Et si on se projette un peu, on serait sur quelque chose d'assez classique pour eux. Ils répliquent ça d'année après année. On est aux alentours des 50 millions d'euros de pertes sur un an. Il y a le résultat technique aussi qui demeure un peu problématique. Parce qu'il y a un moment donné, je pense, quand on est une startup qui fait du B2C, il y a un moment donné, si on parle de rentabilité, il faut être capable de performer sur le cœur de métier, à savoir trouver de la rentabilité sur l'assurance. Et là, on a un résultat un peu dégradé. Et si on fait des calculs, on arrive aux alentours d'un ratio combiné de 113% sur l'année 2024. Voilà, on est encore sur un schéma qui perd de l'argent sur le cœur de métier. Donc, c'est là où il y aura de l'amélioration à trouver a priori. Tu parlais peut-être du comparatif avec Oscar Health.
Alors, pour rappel, Oscar, elle, c'est la cousine américaine d'Alan. Voilà, assurance santé également, uniquement cette verticale aux États-Unis, une insurtech de la première génération. Donc évidemment, on n'est pas sur les mêmes marchés. Le système de santé n'est pas le même non plus aux USA, mais sur les trajectoires, ça reste quand même un bon benchmark pour avoir un comparatif. D'autant qu'Oscar donc est en bourse, et donc on peut avoir une valorisation ici du marché à un instant T, ce qui est assez intéressant. Oscar qui s'en sort bien, qui a énormément progressé en 2024, qui nous propose un premier exercice dans le vert avec un résultat net de plus 25 millions de dollars, un chiffre d'affaires à 9 milliards. Donc là, ça commence à devenir quand même assez sérieux. 1,68 millions de membres. Pareil sur la technique, ils se sont beaucoup améliorés sur les 2 dernières années. Et là, ils affichaient un loss ratio à 81,7%. Donc voilà, on voit qu'il y a une progression constante ici aussi sur les fondamentaux. Et tout ça pour une valorisation aujourd'hui, à l'heure où on parle, c'est 3 milliards de dollars. Rappel, Alan, au moment de sa dernière levée de fonds, donc de 173 millions d'euros pour être bien précis, valorisation annoncée à ce moment-là, c'était 4 milliards d'euros. Oui, c'est intéressant parce que ça illustre plusieurs choses au-delà de la valorisation qui est une promesse sur la croissance. Je pense que, et d'ailleurs, c'est souvent ça dont on discute avec les entrepreneurs sur la scène européenne, entre ceux qui affichent une croissance très importante, les autres qui mettent plutôt en avant la rentabilité. En fait, l'enjeu, ça reste la croissance rentable. Parce qu'en réalité, pour soutenir des multiples très importants, parce que c'est ça dont on parle en fait, des revenus plus faibles, une valorisation plus forte, ça veut dire un multiple plus important, c'est lié à la croissance. Donc c'est ça l'enjeu pour les startups de l'écosystème et pas que pour Alan, mais c'est vraiment cette idée d'être capable de continuer à grossir et avoir une croissance rentable. Et effectivement, quand on vend des produits d'assurance, le premier étage de la rentabilité, c'est le résultat technique, c'est vendre des produits d'assurance qui soient rentables. Après, il y a le process de vente en lui-même, que la vente soit rentable, qu'on dépense moins d'argent pour acquérir un client que ce que va nous rapporter le client. Et puis ensuite, l'étage encore d'au-dessus, c'est la rentabilité de la société au niveau global. Donc voilà, il y a ces 3 étages-là et qui sont à nouveau pas spécifiques à Alan, mais qui sont un classique et qui permettent de rappeler que c'est l'enjeu du moment. Donc voilà, se poser la question de la rentabilité, se poser la question de la croissance. La réalité, c'est que l'enjeu, c'est plutôt la croissance rentable pour les acteurs et qui est un gros changement. On évoquait, ça fait le lien avec ce qu'on disait au tout début, quand on disait les VC investissent moins. Aujourd'hui, la tendance, c'est cette recherche-là. Donc, c'est pas nécessairement d'investir dans des boîtes qui soient déjà rentables, mais que ce soit d'investir dans des boîtes qui ont un modèle sain et qui pourraient être rentables un jour. Voilà, s'il n'y a pas d'horizon de rentabilité, c'est quand même extrêmement compliqué pour les startups et les acteurs en place. Donc, de ce point de vue-là, Alan est sur le résultat technique, c'est clairement leur enjeu. Après, ils ont encore levé 180 millions d'euros l'année dernière, donc ça leur laisse un peu le temps de le voir venir. Ça, c'est une certitude. Et puis, le deuxième point qu'on voulait aussi partager, c'était justement, ils continuent à innover pendant ce temps-là. Sur la partie produit, il lance Alan Play, qui est en gros une partie un peu gamification dans leur appli qui est la mieux notée du marché, 4.9 étoiles sur 5 possible, donc c'est la meilleure notation du marché. On parlait d'expérience utilisateur tout à l'heure en disant que c'était un élément différenciant des startups. Bon, Alan, c'est le meilleur exemple là-dessus, je pense. Et donc, ils introduisent cette fonctionnalité qui est en fait pour encourager les utilisateurs à faire ces fameux 10 000 pas par jour. Donc, pour celles et ceux qui ont des montres connectées, on fait déjà ça tous les jours, mais entre soi-même, avec soi-même, à regarder, à vérifier qu'on a bien fait les 10 000 pas. Bon, là, l'idée, c'est de rajouter ce petit truc qui permet au sein même de l'entreprise de faire un peu de compétition, mais de la compétition saine. Et l'avantage, c'est que ça encourage à des comportements qui sont sains et qui auraient normalement un impact positif
sur le risque, sur la santé, et donc sur le risque de santé, et donc sur le coût des sinistres, etc. Donc c'est aussi ce côté prévention qu'ils mettent en avant depuis toujours dans leur application, avec des vidéos, du coaching, de l'interaction assez facile avec des acteurs du secteur médical. Bon, voilà, il y a aussi cette appli, donc c'est assez intéressant. On va voir un peu si ça a un impact. J'imagine, à nouveau, hein, comme ils partagent beaucoup de données, peut-être qu'ils nous partageront des données sur l'impact de ça. Toujours est-il qu'ils avaient indiqué, intéressant le lancement, hein, ils ont fait en bêta d'abord sur quelques acteurs et ils ont vu qu'il y avait un vrai gros engagement de la part des salariés qui avaient eu accès à cette fonctionnalité-là, et c'est pour ça qu'ils ont décidé de l'élargir à tous leurs clients aujourd'hui. Donc ça va être intéressant de voir quel va être l'impact. Il faut pouvoir confirmer, parce que c'est un sujet qui est valable pour tous les services, et notamment dans l'assurance, les services associés aux offres d'assurance, c'est la capacité à maintenir des taux d'utilisation élevés dans le temps. Le schéma classique, c'est fort engagement au début, voire sur les premiers mois, les premiers 3 mois, et un déclin jusqu'à quasiment un abandon au bout de 2 ans. Donc, il faut avoir une proposition de valeur suffisamment forte là-dessus. Il faut avoir un public qui est réceptif. Moi, je me souviens les premiers un peu à avoir poussé vraiment loin la gamification au niveau de la santé, de la prévention. C'était Ping An en Chine, où ça a très bien marché. Mais voilà, on est sur des usages, des populations différentes, sur le rapport aussi au gaming. Donc voilà, ça demande une confirmation dans le temps. Est-ce que c'est assez fort aujourd'hui pour se différencier, d'avoir un compteur de pas? Comme tu disais, on a tous des compteurs de pas sur nos montres, dans nos applications aujourd'hui. Les personnes qui sont déjà engagées dans cette démarche de suivre son activité quotidienne, je ne sais pas si elles vont véritablement basculer sur une app Alan. Des personnes qui commenceraient avec Alan, tout le challenge, c'est les maintenir dans le temps, mais pour ça, il faut une proposition de valeur assez forte. J'imagine qu'Alan a d'autres idées pour l'agrémenter. Parce que ce que disait Alan au moment de lancer cette refonte de l'app, c'est que pour eux, l'enjeu, et je pense qu'ils ont très bien identifié ça, c'est que pour l'utilisateur, il faut qu'Alan soit parmi le top 3 des apps utilisées par jour sur son téléphone. C'est ça. Il ne faut pas qu'il aille que pour son assurance ou que pour ses comptes, que pour compter ses pas. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait ce réflexe quotidien, comme on peut l'avoir avec nos apps favorites, en fait. Ouais, justement, ça rejoint le commentaire que faisait Gilles en disant il y a l'objectif de gamification, d'avoir un comportement plus sain, mais il y a aussi cette idée d'essayer d'amener les utilisateurs plus régulièrement dans l'app, parce que ça, c'est un des gros enjeux et qui différencie d'ailleurs le banking de l'assurance. C'est que autant on va consulter son solde bancaire, j'allais dire X fois par jour, on va dire X fois par semaine, autant son app, c'est un des gros enjeux pour tous les assureurs, c'est que les assurés en fait vont pas ou peu sur leur app. Donc c'est aussi une manière de se dire tiens, comment je peux faire revenir le client à un autre moment que juste au moment du sinistre quand il est énervé, ou il ou elle est énervé, ou au moment de payer sa prime qui n'est pas un meilleur moment. Et c'est ce que confirme Johanna, avec la fidélisation coûtant moins cher que l'acquisition. Ce type d'application est très intéressant. Donc on voit, merci pour vos commentaires d'ailleurs, pour ajouter cette petite perspective-là, c'est qu'effectivement, c'est pas juste pour essayer de faire, d'améliorer le comportement, je dirais, sain des employés. C'est pas aussi pour justifier d'avoir cette appli avec de l'engagement du point de vue RH, mais c'est aussi cette idée d'amener plus vers l'appli, de fidéliser et de faire venir sur l'app pour autre chose que le produit d'assurance en lui-même. Mais là où tu as raison, Alexandre, c'est que on va voir dans le temps comment ça dure, parce que cette histoire d'écosystème de services dans l'assurance, et en particulier dans l'assurance santé, c'est quand même quelque chose dont on entend parler depuis très longtemps. Donc voilà, à voir comment ça va être pérennisé. Et ça me fait penser, oui, c'est très juste tout ce qui est dit. Et pour rebondir, nous, c'est ce qu'on met en avant aussi dans nos analyses depuis un moment, quand on parle de la valorisation d'Alan. Je pense que toi, comment on pense que la vraie valeur d'Alan, c'est ce qu'ils ont réussi à faire en matière d'expérience client, liée au digital, à la technologie, en matière du X, où ils repoussent les frontières. On me demande souvent qu'est-ce qui fait la différence d'Alan par rapport aux autres. Là, je vous renverrai vers un excellent article de Bertrand Robert,
Je vous conseille fortement d'aller le lire. Bertrand, qui a été un des premiers salariés d'Alan à l'époque, qui a travaillé sur ces sujets, qui a été au cœur du réacteur à l'époque, et voilà, qui explique avec des cas très concrets ce qui fait la secret sauce en fait d'Alan, et qui fait que c'est un acteur différent des autres aussi grâce à cette capacité à sublimer l'UX dans les moindres détails. Exactement, on rajoutera les liens et si Bertrand, je ne sais pas s'il est là dans le chat, mais s'il n'est pas là, il verra sûrement le replay et il pourra rajouter le lien vers l'article directement où on le rajoutera dans les commentaires. Exactement. Le temps file, il nous reste globalement 5 minutes. Je propose qu'on passe à la dernière partie qui est les levées du mois. On va peut-être parcourir un peu plus rapidement. Mais voilà, donc l'idée dans cette rubrique-là, et vous connaissez parce que c'est ce qu'on faisait déjà dans le baromètre statique qu'on avait avant, c'était mettre en évidence les 3 grosses levées du mois. Voilà, soit discuter des startups en particulier, soit discuter des marchés sur lesquels elles opèrent, parce que souvent ça les illustre. Donc là, c'était le top 3 sur le mois passé, donc le mois d'avril. Plus grosse levée pour Marshmallow avec 79 millions d'euros, Mila en France 12 millions d'euros et au Minimo en Pologne 10 millions d'euros. Peut-être sur Marshmallow, intéressant, je trouve. Déjà, parce que le montant est quand même vachement important. Donc, 79 millions d'euros, ça en fait une des plus grosses levées depuis le début de l'année. C'est sur de l'assurance auto, vendue en direct en ligne, en Angleterre. Donc, d'un côté, ça semble un peu déjà vu et revu. En revanche, Marshmallow, acteur assez intéressant, assez peu connu en réalité, parce qu'il communique très très peu. Mais voilà, ils existent depuis quelques années maintenant et en fait, ils ont un positionnement qui est assez intéressant puisqu'ils ciblent en fait les nouveaux arrivés en Angleterre. Et en fait, c'est intéressant parce que du coup, ils ciblent une population qui a peu d'historique de data et qui du coup est en général surfacturée par les acteurs traditionnels. Et donc, eux sont un peu engouffrés dans ça en disant, en fait, on va être un petit peu moins regardant, a priori, sur ces acteurs-là, ou en tout cas, on va aller chercher moins de marge systématique sur chacun des nouveaux entrants. Et aujourd'hui, ils ont un peu plus d'1 million de clients, donc c'est quelque chose qui est assez important. Ils revendiquent être rentables sur l'exercice 2024, donc à nouveau, c'est quand même assez impressionnant. Et la boîte était valorisée 2 milliards lors du dernier tour. Donc, intéressant à double titre. Parce que la valorisation est extrêmement importante et à nouveau, on peut discuter pendant 500 ans de savoir si c'est 2, si c'est 1, si c'est 4, si c'est 0. Mais le montant est significatif. Et 2, il augmente significativement par rapport au tour d'avant qui était un peu plus d'1 milliard. Donc, et c'est sûrement lié aussi à cette notion de rentabilité. Qui fait que, comme je disais tout à l'heure, l'enjeu, c'est la croissance rentable. Ils continuent à croître, ils sont rentables, en tout cas, c'est ce qu'ils annoncent. Et donc, c'est typiquement, tous les feux sont ouverts pour cette startup-là qui, du coup, annonce une énorme levée de fonds pour continuer à développer son modèle et, en fait, et là, ça va être intéressant à suivre, lancer d'autres services financiers. Donc, pareil, là, on rentre par la fenêtre de l'assurance et puis on va venir proposer des services probablement bancaires, j'imagine, aux clients. Donc, on va voir comment le switch va se faire, sachant que d'habitude, c'est plutôt l'inverse. C'est les néobanques qui viennent rajouter de l'assurance quelque part dans leur parcours. Bon, là, on le fait dans l'autre sens. Donc, ça va être intéressant de voir si et comment ça va se passer. Mila, tu veux dire un mot dessus, Alexandre, ou Mila, c'est une belle réussite de l'InsurTech française qui opère assez discrètement, qui, je pense, a été maligne en se focalisant sur une niche. Alors, pour rappel, si vous connaissez pas bien Mila, c'est de l'assurance à destination des pros de l'immobilier et des propriétaires bailleurs au début. Donc, vraiment, on est sur une niche. Particularité de Mila aussi, c'est qu'elle a commencé avec un agrément de la CPR. Donc, comme Alan, comme Senna ou comme Achille. Donc, ça, c'est sa particularité. Et ça grandit bien. C'est 140 000 assurés aujourd'hui, 8% de part de marché sur la GLI. Et tu parlais de croissance rentable. On est ici aussi dans du vert chez Mila. Je prends les chiffres. L'an dernier, ils annonçaient plus 819 000 euros de résultats positifs, si je dis pas de bêtises. Ce sont ces chiffres-là. Donc, tous les feux sont au vert aussi pour Mila, qui opère une nouvelle levée de fonds. Ils avaient levé 10, là c'est 12.
Donc, je pense que ça grandit de manière structurée, pragmatique, business de niche et ouais, une belle réussite, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Ouais, c'est intéressant. C'est effectivement bien en termes d'equity story, comme on dit, de lever un petit peu plus que la fois précédente et en même temps en restant dans des montants qui sont raisonnables. Un nombre de clients qui est quand même assez important. Le fait d'être dans le vert et donc à nouveau, hein, ça coche les deux cases, la croissance d'un côté, la rentabilité de l'autre. Et donc on est plutôt dans la catégorie des bons acteurs qui, la preuve, arrivent à attirer des nouveaux investisseurs. Donc à voir comment ils vont se développer peut-être sur des produits adjacents, parce que tu as utilisé le mot de niche. Et effectivement, j'imagine qu'ils ont plutôt vocation aussi à aller chercher d'autres types de marchés. Donc, ça va être intéressant de voir Ouais, comment ils vont évoluer. Je vois que certains commencent à devoir partir parce qu'effectivement, on arrive à l'heure qui était indiquée. Peut-être juste un mot très rapide là-dessus, au minimo, parce que ça, pour le coup, personne ne connaît. On a mis le site internet, donc n'hésitez pas à aller voir après à quoi ça ressemble, mais globalement, hein, c'est une startup qui utilise la donnée générée par les véhicules connectés pour faire de l'assurance auto un petit peu mieux calibrée. C'est ça la promesse en tout cas. Donc voilà, sujet intéressant, boîte très tech, développée en Europe de l'Est, Pologne, Hongrie, et donc intéressant de voir. Hein, ils ont levé quand même 10 millions d'euros, donc c'est beaucoup d'argent. Ouais, et puis ils sortent un peu du bois. Ils étaient passés un peu entre les mailles du filet. Ils sortent et ils annoncent des chiffres qui sont assez impressionnants. C'est 300 000 contrats en un an, ils disent en Hongrie. Ratio de sinistralité inférieur à la moyenne, 7% de part de marché. Et comme tu disais, leur point différenciant, ils disent qu'ils utilisent plus de 100 variables pour pricer le risque, entre 5 à 10 habituellement. Exactement. Donc, on va les suivre de près parce que ils étaient jusqu'à présent un peu sous les radars, même si commercialement, comme tu l'as dit, c'est intéressant. Et donc, à voir à nouveau hein, si cette promesse-là, j'utilise beaucoup de données, va avoir un impact positif sur le portefeuille et sur la conquête client. Donc, voilà, maintenant qu'on a dans le radar et qu'on vous la met sous les yeux, gardons un œil dessus pour voir un peu comment tout ça va se développer. 15h01, je pense qu'on est bien. Merci à tous pour vos commentaires, vos questions. Je vois qu'il y a des liens qui ont été partagés, etc. dans le chat, donc merci beaucoup. Et puis, du coup, on se dit dans un mois pour refaire la même. Si entre-temps, vous avez des commentaires, des idées de sujets, dites-le nous. Et puis, on sera ravis de le faire. En tout cas, c'était top. Merci Alexandre. Merci Flo. Et dès la semaine prochaine, on mettra le contenu... on l'hébergera sur YouTube, on le relaiera dans nos newsletters aussi. Donc voilà, vous aurez d'autres occasions de revisualiser ou de le partager aussi auprès de votre écosystème proche. Exactement, faites tourner le lien du replay, ça sera top. Et on se retrouve en physique pour ceux qui sont à Paris, et puis sinon dans un mois en ligne pour la même chose. Merci Alex, à bientôt. Merci à toutes et tous, à très bientôt.